J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Gabillet, qui est professeur en psychologie et management, conférencier et coach de dirigeants. Et aussi, c'est comme ça que je vous ai connu d'ailleurs, il y a quelques années, vous êtes le porte-parole de la Ligue des optimistes de France. Absolument, tout à fait. Ouais, j'ai eu la chance de vous voir sur scène lors d'une présentation et je me rappelle avoir beaucoup ri. Donc merci pour ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la psychologie optimiste ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire de la psychologie, pendant quasiment un siècle, on s'est essentiellement intéressé à ce qui n'allait pas chez les gens. La psychologie, elle était là pour aider les personnes à affronter les déficits, le mal-être, les névroses, la souffrance, etc. Et dans les années 80-90, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser exactement les mêmes outils scientifiques, mais pour analyser ce qui allait bien chez les gens. Qu'est-ce qui faisait que des gens étaient heureux, par exemple, parce qu'on pouvait l'expliquer. Pourquoi est-ce que l'optimisme, c'était une façon d'être qui allait avoir des conséquences différentes du pessimisme? Est-ce que la gratitude était un acte psychologique qui pouvait avoir un impact sur la santé? Et en fait, la psychologie positive en général, dont l'optimisme est un des grands champs de recherche, s'est intéressée à ça. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils fonctionnent de façon optimale. Donc en fait, c'est ça, c'est que la psychologie optimiste, c'est une sous-partie de la psychologie positive, c'est ça ? Oui, on peut dire ça. Le champ, c'est vraiment le champ de la psychologie positive. Et puis, il y a plein de thématiques différentes qui se sont développées autour. Et alors après, l'optimisme, c'est un sujet de recherche en tant que tel depuis longtemps parce qu'il y a plein de domaines dans l'éducation, dans la santé, l'accompagnement des malades, par exemple, ou des patients, le travail social, comment sortir des gens de la pauvreté, de la précarité, dans lesquels la compréhension des mécanismes de l'optimisme est utilisé justement pour mieux faire ce travail d'accompagnement d'un certain nombre de populations qui sont parfois peut-être plus fragiles ou plus vulnérables. Et du coup, ça doit être très intéressant c'est un peu comme si on déconditionnait les gens à un cynisme Oui, alors oui, surtout que présent. En fait, vous avez tout à fait raison, en ce sens que l'optimisme et le pessimisme ne sont pas en opposition. C'est-à-dire qu'effectivement, le grand ennemi de l'optimiste, c'est pas le pessimisme, parce que le pessimisme, c'est nécessaire parfois. On est dans des situations dangereuses, risquées, on n'a pas de marge de manœuvre. Mais le cynisme, en revanche, c'est vraiment le fait de plus rien n'a de valeur, la vie ne vaut pas d'être vécue, à quoi bon se battre? De toute façon, le monde est fondamental, le mal est en ce monde. Alors, le cynisme, c'est vraiment une énergie destructrice, c'est vraiment une énergie mortifère. Alors que le pessimisme, parfois, peut donner des bonnes idées, nous donner envie de réagir, etc. C'est vrai que ce qui est dangereux, de toute façon, en toute chose dans la nature humaine, c'est tous les mécanismes mentaux, quels qu'ils soient, qui conduisent au sentiment d'impuissance, donc au renoncement. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que tôt ou tard, quand on est dans l'impuissance et le renoncement, on supporte assez mal d'en être les seuls responsables et on finit toujours par chercher des boucs émissaires. Et là, ça devient carrément pas sympa, quoi. Et surtout, je trouve les gens qui ont tendance à être cyniques, souvent aiment embarquer les autres comme pour se donner raison et comme si ça apaisait de se ressentir ça et d'abandonner, prendre de la distance. Et sachant que, en plus, le cynisme est une posture qui est à la fois une posture intellectuelle, c'est parfois une posture esthétique, mais ce n'est en aucun cas une posture dynamique. C'est-à-dire que ce sont jamais, en tout cas dans l'histoire à ce jour, les cyniques ont pu porter un regard très amusant sur le monde, parfois avec un peu d'humour caustique, voire d'humour noir, mais on n'a jamais vu des grands projets, des grandes aventures humaines qui soient motivées et mises en marche par ce type de comportement. L'intérêt de l'optimisme, c'est que l'optimisme est une énergie positive qui peut se tromper, qui peut amener dans le mur, parce qu'on est sur le pari. Quelque part, l'optimiste, c'est celui ou celle qui va faire un pari sur l'intelligence contre la bêtise, sur la paix contre la guerre, sur la connaissance contre l'ignorance, et sur la santé contre la maladie, en disant, tôt ou tard, il y en a qui gagneront la partie, mais parfois ça ne marche pas, ou ça ne marche pas du premier coup. Mais au moins, on a continué à avancer. C'est un très grand romancier européen, tchèque d'origine, mais qui est la nationalité française maintenant, qui est Milan Kundera, qui avait une phrase merveilleuse là-dessus. Il disait « À tout prendre, je préférerais toujours vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être le gars qui a eu raison. » Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, par exemple, ou aux personnes qui font face à des crises, toutes les crises auxquelles on fait face aujourd'hui, crise écologique, crise sociale, et surtout par rapport à la jeunesse, quand on a un avenir qui est aussi incertain, et où du coup, quand même, les possibilités se limitent de plus en plus.
malgré l'envie, malgré... Déjà, je leur dirais que faut faire attention à ne pas s'intoxiquer soi-même avec ce genre de discours. Parce que franchement, on irait aujourd'hui dire à des jeunes de 1822, 1922, la chance que vous avez par rapport à nous, pauvres de 2022, avec le monde affreux dans lequel on vit, mais il faut faire attention à ce qu'on raconte, vous voyez. Le coup du bon vieux temps, c'est vrai que quelqu'un qui vous parle du bon vieux temps, c'est qu'il a vieilli, parce que si on écoute les gens qui vous parlent du bon vieux temps, ça veut dire qu'il y a 500 ans, c'était le paradis ici, quoi. Mais c'est faux, quoi, c'est pas vrai. Autrefois, les gens, ils mouraient à 40 ans, ils voyaient leurs enfants mourir, etc. Faut arrêter avec ça. Donc, et tant qu'à faire, être pauvre, c'est un grand scandale en ce monde, franchement. Mais tant qu'à être pauvre, hein, vaut mieux être pauvre ici, à cette époque-là. C'est Victor Hugo qui disait, hein, c'est être pauvre 2 fois qu'être pauvre à Paris. Parce qu'encore une fois, il y a des choses qui ne vont pas dans le monde, mais voilà, on n'arrête pas de gagner des points sur des tas de trucs. Et à côté de ça, dès qu'il y a une guerre, par exemple, ça devient... Mais nous, la guerre, elle est à nos portes, c'est pour ça qu'on la voit. Mais des guerres encore plus terribles que celles qu'on a en ce moment en Ukraine, il y en a tout le temps en Afrique, etc. Et de facto, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que la violence, elle a tendance à reculer, la recherche médicale a tendance à avancer. Voilà, la pauvreté à l'échelle du monde recule, la faim à l'échelle du monde recule, parce que voilà, l'intelligence humaine n'a pas dit son dernier mot. Donc les jeunes, ce qu'on peut leur dire, c'est de toute façon, voilà, le mal existe, c'est bon, c'est vrai. Mais de toute façon, continuez à être curieux, regardez autour de vous, voyez les endroits où votre action pourrait faire sens pour d'autres. Pas étonnant de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui, même après avoir fini leurs études, ils repartent dans le bénévolat, où ils sont volontaires de mission, parce qu'ils disent « ça fera plus de sens pour moi ». Mais ce qui est dangereux, encore une fois, c'est le renoncement et le sentiment d'impuissance. Moi, les jeunes, je ne peux que leur dire, regardez le monde dans lequel vous vivez, intéressez-vous aussi à ce qui va bien. Et surtout, intéressez-vous à ce que vous apprend ce qui va bien. Regardez toutes les solutions extraordinaires qui existent dans tous les domaines. Même en journalisme, oui, il existe aussi un journalisme dit de solution. Des journalistes qui passent leur temps à faire des reportages sur des choses qui vont bien. Des gens qui ont des initiatives, qui font bouger les choses dans le bon sens. Voilà, donc il y a aussi cette dimension-là. Et cette génération-là, elle a aussi la chance, d'abord, elle a une très longue vie devant elle, beaucoup plus longue que leurs parents ou leurs grands-parents. La connaissance est quasiment devenue gratuite aujourd'hui. Moi, quand j'avais leur âge et que je cherchais des trucs en bibliothèque, ça me prenait un temps fou, il fallait que je paye, j'achète des bouquins, etc. Maintenant, on a tout pour pas cher. Les connexions Internet, où qu'on soit dans le monde, on finit même par en avoir. Donc, il y a des tas de choses qui bougent dans le bon sens et qui vont donner l'énergie de continuer à se battre contre le mal avec un grand thème, que ce mal s'appelle la violence, la guerre, la pauvreté, la maladie ou autre chose. Donc pour conclure, en fait, l'optimisme se retrouve dans l'action et dans le présent. Oui, l'optimisme, en fait, c'est pas dire tout va bien dans ce monde, parce que c'est pas vrai. L'optimisme, c'est de dire, quoi qu'il arrive dans le monde, on doit pouvoir essayer d'en faire quelque chose, surtout si on s'y met à plusieurs, avec le bon état d'esprit. Voilà. Donc moi je dis toujours, c'est être optimiste, c'est mettre la réalité, aussi dure soit-elle, sous la tension la plus positive possible, ne jamais consentir au mal, jamais. Merci beaucoup. Ça donne envie d'agir. Merci, merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. De même, merci beaucoup.